Bonjour à tous, bienvenue sur ce séminaire webinar Julie Esterwen, spécial assurance, quel bouleversement anticiper dans le secteur? Et avec nos intervenants, on va essayer d'identifier les nouvelles météorites qui guettent ce secteur de l'assurance en pleine transformation. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, une petite page publicitaire sur Julie Esterwen. Dès que la slide apparaît. Alors, rapidement, Julie Esterwen, donc c'est la fusion de deux cabinets. Un premier cabinet qui était Bernard Julier, que vous connaissez peut-être de nom, spécialisé dans le développement des ressources humaines. Esterwen, cabinet en stratégie organisation, spécialisé dans le monde plutôt banque, assurance. Et l'objectif, c'était tout simplement, dans notre fusion, d'accompagner les transformations des organisations avec ce double regard qu'on appelle chez nous business et people. Aujourd'hui, on est structuré autour de 4 piliers majeurs, que sont le premier pilier, que sont le digital, bien sûr, tout ce qui sont les notions liées à l'agilité, le business et le people. Et de fait, dans ce groupe, composé de plusieurs expertises, nous avons une spécialité qui est l'assurance et qui est emmenée par Rodolphe Boyer, qui se présentera dans un instant. Pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude de GoToWebinar, vous avez ici une petite slide qui vous explique comment poser des questions. Alors, vous voyez, vous êtes dans le menu chat. Et le menu chat va vous permettre de poser ces questions qui arriveront directement chez Judith, ici en ligne, et qui vous les posera et qui sera votre porte-parole à la fin de notre intervention. Et on posera les questions qu'il faut à nos intervenants. Alors, j'ai un petit décalage avec les slides et voilà, les intervenants. Alors, pour nous accompagner ce matin, ils sont 4. Alors, nous allons commencer par Estelle Guillaume-Abinal, qui nous fait plaisir d'être là avec nous, qui est secrétaire générale et membre du COMEX d'AXA France. Estelle, quelques mots sur ton périmètre, peut-être? Oui, bonjour à tous. Merci Julien de m'accueillir ce matin. Donc moi, je suis secrétaire générale d'AXA France, en charge des fonctions régaliennes, risque opérationnel, conformité, direction juridique, et également des fonctions qui permettent aux collaborateurs de venir travailler dans de bonnes conditions, donc tout ce qui est immobilier, cadre de vie, indexation, etc. Merci beaucoup, Estelle. Vincent Sussuel, donc tu es DGA Finance et Actuariat Capital chez BNP Paribas Cardiff. Bonjour Julien, bonjour à tous, merci de votre accueil. Effectivement, mes activités regroupent donc des activités, on va dire, classiques de direction financière, incluant la gestion du capital, mais aussi toutes les équipes qui font la consolidation et les calculs pour la France de Solvabilité 2 et d'IFRS 17, qui, comme tu le sais, est un des programmes de transformation importants du secteur. Merci beaucoup, Vincent. Eric, président et fondateur de cette AssureTech, plus simple, qui est le premier, un des courtiers en ligne pour les PME. Tu peux nous en dire quelques mots? Oui, alors bonjour à tous. Plus simple, c'est une plateforme de courtage digital à destination des professionnels et des TPE. On travaille aujourd'hui avec plus de 7000 petits courtiers de proximité et une vingtaine de partenaires corporate à travers la France, l'Italie et l'Allemagne. Et on a fini l'année dernière avec 100 000 clients et 21 millions d'euros de commissions. Bravo, merci beaucoup. Et Rodolphe, donc toi tu es partenaire chez Julie Esterwen en charge justement du fameux secteur assurance. Absolument, merci Julien, bonjour à tous. Donc en deux mots, en fait, Julie Esterwen et l'assurance, c'est une longue et belle histoire, longue parce que ça fait maintenant plus de 25 ans qu'on est dans le secteur, et belle parce que ça fait, en fait, c'est environ 30% de notre chiffre d'affaires, et on est présent chez une cinquantaine de comptes appartenant à toutes les familles, que ce soit compagnie, mutuelle, banque assureur, assisteur, courtier, donc une connaissance assez complète du secteur. Parfait, merci beaucoup. Alors, sans plus attendre, je vous propose de rentrer dans ce débat. Et finalement, pour commencer, j'aurais une première question à vous poser. Vu de votre position respective,
quelles sont selon vous les grandes transformations que connaît le secteur aujourd'hui? Vincent, tu veux peut-être commencer? Bien sûr. Alors, c'est pas uniquement vu de ma position d'aujourd'hui, hein, c'est vu de la position de BNP Paribas Cardiff. Clairement, c'est l'évolution des attentes de nos clients et de la nature de l'expérience qu'on doit leur apporter. On voit que la vie digitale et l'expérience quotidienne implique une augmentation des standards, des attentes de nos clients, et que le challenge du secteur est d'y répondre de manière différente et de s'adapter aussi à l'évolution de leur mode de consommation. Donc, c'est vraiment ça qui aujourd'hui est au cœur de nos challenges. Éric, quel est ton point de vue? Je complète ce que dit Vincent. Moi, les deux choses qu'on voit au niveau le plus simple qui sont en train de se passer dans le marché et qui ont conduit d'ailleurs à la création de Plus Simple, la première, c'est que on est dans une industrie qui est totalement centrée sur les produits et pas du tout sur les clients. À une époque où justement, enfin, il est capital d'être centré sur le client. Et ce qui s'est passé dans l'assurance, c'est que le contact client, en quelque sorte, il a été perdu. Et aujourd'hui, les clients perçoivent difficilement ce qu'est la valeur en fait de l'assurance. Donc là, il y a un premier enjeu qui est capital. Et le deuxième enjeu, c'est que autrefois, il y avait une prime à la taille dans le secteur de l'assurance, comme ça pouvait être le cas dans la banque. Aujourd'hui, on pense que la prime, elle est plutôt à l'agilité et au travail en écosystème, à interconnecter les uns avec les autres, ce qui transforme profondément les business models. Voilà les deux transformations qu'on observe. Rodolphe, le consultant que tu es, tu vois les partages, les points de vue? Alors, effectivement, je ne vais pas être très original, je partage complètement, enfin, je souscris aux propos de Vincent et Eric, notamment sur cette dimension produit centré en fait, de l'assurance, où en fait, il y a un vrai paradoxe, c'est que quand on s'appelle Chanel, Nike ou Apple, on peut assez naturellement être centré sur le produit parce qu'on est sur des produits qui génèrent du rêve. On peut difficilement dire que le produit d'assurance soit, déchaîne des passions en règle générale chez les consommateurs. Et du coup, il y a un vrai paradoxe d'être centré sur un produit qui, en soi, n'est pas forcément extrêmement fédérateur chez les gens qui l'achètent. Et en fait, on a deux éléments, enfin deux défis en fait, qui se présentent aux assureurs. Il y a d'une part le défi de la banalisation inexorable des produits et puis aussi le fait que leur complexité de ces produits continue de s'accroître avec la réglementation, même s'il y a des efforts de pédagogie et puis la DDA. Et donc, il y a un peu deux mouvements qu'on pourrait attendre. Il y a les acteurs qui, aujourd'hui, sont encore un peu dans une logique de retranchement derrière les dernières barrières qui protègent le secteur. Et puis, il y a ceux qui se disent que c'est le moment de se réinventer. Avec le cas d'école de Kodak, qui n'est pas forcément transposable à chaque fois, mais qui peut donner à penser. Et là, voir ce qu'on peut faire, soit d'essayer une stratégie de contournement avec des services assurantiels qui viennent un petit peu répondre à ces besoins du client, soit aussi mettre le paquet, ou en tout cas revoir l'expérience client, et ça paraît des éléments qui peuvent être aussi cumulés. Donc c'est un peu ces deux éléments-là. Vincent, sur la notion de service, l'enjeu, c'est finalement de trouver les bons services pour le consommateur final. Tu peux nous dire là-dessus, vous travaillez là-dessus, j'imagine, non? Alors, je pense que comme tous les assureurs, on cherche à enrichir le produit et à trouver le bon équilibre. Cette tendance-là, elle existe depuis 15 ou 20 ans. À essayer de rajouter des services, tout notre challenge, il est de trouver le service qui fait sens au bon moment. Et un exemple que je voulais partager avec vous, c'est ce qu'on a pu développer en Colombie. On fait de l'assurance de prêt, qui est une de nos spécialités, comme tu le sais, et en particulier en cas de chômage. Et on a un accord avec une plateforme très connue qui s'appelle Coursera, de formation en ligne, et on fait aujourd'hui des milliers d'heures de formation pour nos clients qui sont accessibles dans le cadre de leurs produits d'assurance. Donc c'est pas de l'assurance au sens strict, mais c'est un accompagnement global dans le cadre d'une prestation. Et là, effectivement, à ce moment-là, le service fait du sens parce qu'il est complètement en ligne avec leurs besoins. Le challenge, il est que de temps en temps, on fait un bouquet de services et moins adapté nécessairement aux besoins immédiats ou à la nature du challenge rencontré par nos clients. Estelle, toi, de ton côté, chez AXA, je sais que tu as des enjeux transformationnels importants et il y a un sur lequel vous travaillez beaucoup, sur lequel vous communiquez beaucoup. Oui, moi, j'avais envie de vous parler pour moi, un des principaux enjeux transformationnels qu'on partage tous, au-delà des assureurs, c'est vraiment sur le front du climat. Et là, je pense qu'on a la grande chance, assureur, d'être dans une industrie où, en fait, on a beaucoup de leviers pour agir sur différents fronts.
On a des leviers d'abord sur notre métier, hein, pour aider nos assurés à faire face aux bouleversements, pour adapter nos offres, pour les inciter eux aussi à s'engager. Je pense, par exemple, on peut avoir, nous, on a une attention particulière pour nos clients entreprises qui sont en transition énergétique, pour les accompagner. On va faire des tarifs spéciaux pour les véhicules green. On va inciter à utiliser des pièces de réemploi dans les réparations, etc. Donc, en tant qu'assureur, on voit qu'on peut agir. En deuxième lieu, bien sûr, en tant qu'entreprise et employeur, là aussi, on peut être un acteur engagé. C'est consommer de l'électricité verte, c'est limiter la consommation d'eau sur nos sites, enfin, proposer des forfaits de mobilité douce à nos collaborateurs. Tout ce qui fait que, voilà, au jour le jour, on est acteur. Et enfin, le troisième levier, qui est sans doute le plus important, c'est en tant qu'investisseur. Là aussi, là, on a quand même un fort impact. Et là, peut-être un exemple. On a pris l'engagement chez AXA, on a pris l'engagement de réduire l'empreinte carbone de notre fonds euro de 20% à 2025 par rapport à 2021. On y est déjà presque, donc moins 20%, et d'être à la neutralité carbone du fonds euro à 2050. Voilà, donc moi j'avais envie de partager ça avec vous parce que ça me tient à cœur. Merci beaucoup, Estelle. Alors finalement, quand je vous entends, la question qu'on peut se poser avec nos participants, c'est finalement où se joue la différenciation dans le secteur de l'assurance. Parce que si on vous entend, il y a un enjeu de service, vous avez grosso modo tous les mêmes produits. Donc finalement, à quel niveau on peut parler de différenciation entre vos différentes sociétés? Qui veut prendre la question? Eric, peut-être? Ouais, alors nous c'est un peu c'est le nerf de la guerre, parce que quand on est une start-up, si on se présente au marché, on n'a rien de différent des autres, on n'a pas le droit d'exister, donc c'est un peu notre raison d'être. Je pense qu'il y a un sujet en tout cas qui nous intéresse particulièrement, c'est reconstruire le sens de l'assurance. On se rend compte à quel point les clients sont finalement on s'est totalement éloigné en fait des clients, à l'heure même où l'expérience par défaut que proposent les grandes entreprises technologiques, c'est l'hyper-personnalisation. Et on a un secteur qui, lui, est totalement concentré sur la mutualisation, la gestion des grandes masses. Et finalement, l'assuré, c'est un parmi X. C'est pas cette expérience d'hyper-personnalisation qu'on peut connaître dans les entreprises qui sont drivées par la tech. Et donc, je pense qu'avant même de parler de service, se poser la question de finalement à quoi on sert pour les clients et pouvoir répondre aux clients quand lui-même nous pose la question à quoi on sert, c'est quelque chose qui est particulièrement important. Merci. Vincent, chez Cardif, comment vous jouez cette différenciation justement? Je vais faire écho au commentaire d'Eric et en disant que nous on a deux axes. Un axe qui est de retrouver de la clarté et de la simplicité. Donc c'est pas juste par rapport au nom de l'entreprise d'Eric. On est bien dans cette recherche, et des grandes entreprises comme les nôtres, et surtout quand on est longtemps dans le secteur, on a toujours le risque d'être un peu, j'allais dire, aveuglé par la technicité, de vouloir en mettre trop et d'être trop compliqué. Et on a un vrai sujet d'arriver à avoir des conditions générales simples et explicites, et des produits qui vont au cœur et qui sont bien adaptés aux besoins et qui sont faciles à comprendre. Il y a tout un axe autour de la simplification. Sur le couple personnalisation, mutualisation, on est à la recherche du bon équilibre. Effectivement, l'abondance de données permet une plus grande personnalisation de nos offres, mais il y a une limite, c'est que on est très attaché à la mutualisation, et on voit bien qu'il faut arriver à trouver le bon couple, parce que l'assurance, ça reste de créer une mutualité où on partage des risques à un moment donné, et l'hyper segmentation, l'hyper personnalisation aura ses limites dans la durée. Donc on est à la recherche de ce bon équilibre sur ces deux axes. Merci. Et chez AXA France, Estelle, comment se joue cette différenciation justement? Alors, je vois qu'on est très alignés parce que je rejoins complètement Eric et Vincent sur
sur le besoin de simplification et le besoin de dire que finalement, avant même de penser produit ou service, il faut penser à la demande du client. Alors, on a la chance, on va dire on a un environnement, notamment un environnement réglementaire, on mentionnait le DDA tout à l'heure, qui nous pousse à ça. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment, et là, je pense aux clients, notamment aux clients particuliers, c'est de permettre aux clients de reprendre les rênes de reprendre les rênes de son contrat pour trouver le produit qui lui convient, avec des produits qui sont peut-être plus souples, plus modulaires et qui permettent de bien répondre aux besoins, aux attentes du client, et d'essayer d'aller vers moins de sophistication, qui a sans doute été un défaut d'AXA France, et sans doute un défaut assez partagé dans le métier. Voilà. Sur l'aspect service, c'est clair que on est un métier, enfin l'assurance c'est un des seuls business où on paye avant de savoir ce qu'on va avoir. Donc il y a besoin d'un accompagnement au-delà des garanties strictes, et on fait énormément, on travaille aussi énormément, comme le mentionnait Vincent, sur comment on explique, comment on est clair vis-à-vis du client pour qu'il puisse comprendre ce qu'il achète et choisir ce qu'il achète. Vous avez parlé tous les trois du driver technologique. Finalement, qu'est-ce qu'il apporte aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment un élément de différenciation? Parce que certains, et Vincent a dit, parfois on essaie de mettre trop de technologie, hein, et peut-être on oublie un peu le client. Comment vous l'appréhendez cette techno? Alors, j'imagine qu'Eric, toi, en tant que start-up, et par rapport à ta plateforme, c'est quand même un élément clé. Mais comment tu la vois, cette techno? Ouais, alors si je fais un tout petit pas de côté, et je vais parler d'humain plutôt que de parler de techno. En fait, la techno, c'est pas une fin en soi. Moi, ce qui m'a frappé quand j'ai découvert le secteur de l'assurance, c'est en fait le poids des différentes fonctions dans cette industrie de l'assurance. Il y a des seniors qui sont les souscripteurs et le reste du monde en fait. Et aujourd'hui, il y a d'autres industries dans lesquelles vous êtes un jeune X ou HEC et vous rentrez chez L'Oréal, la fonction reine, c'est le marketing. D'accord? Et donc, il faut prendre conscience en fait de à quel point, quand je suis rentré dans l'assurance, on m'a parlé, ah ouais, les gars de l'IT et les nanas du marketing. Ok, donc des fonctions subalternes qui sont au service des seniors. Et donc, je pense que il y a une évolution nécessaire qui va consister à mettre au cœur en fait de l'industrie ces fonctions que sont d'un côté le marketing, dit autrement la connaissance client, et de l'autre côté la technologie, qui ouvre tout un champ de possibles dans la manière en fait de processer le business et cette relation client. Et juste pour illustrer, quand j'étais petit, il y a longtemps, j'ai travaillé pour France Télécom à l'époque. Il y avait 800 postes de direction et 799 qui étaient occupés par des ingénieurs, polytechniciens du corps des ingénieurs des télécoms. Il y avait une personne, la DRH, qui en était pas issue. Aujourd'hui, vous regardez le board d'Orange, la moitié des gens du board d'Orange, c'est des gens qui viennent du contenu du marketing. Donc, les évolutions sont possibles et je suis persuadé que, en fait, cette évolution va totalement transformer en profondeur l'assurance en mettant des fonctions technologiques et connaissance client au cœur du modèle. Vincent et Estelle, vous partagez le point de vue d'Eric? Alors, globalement, oui. Quand tu mentionnais tout à l'heure la technologie, j'avais en fait évoqué la technique, qui était plus le biais souvent que mentionnait Eric, au sens d'une ultra technicité. Et ça, aujourd'hui, notre challenge, il est de faire évoluer nos technologies. On a souvent un peu de système de legacy qu'il faut gérer dans la durée et adapter à la fois à des nouvelles technologies et aux attentes de nos clients d'un côté et de nos collaborateurs. Et on voit bien que sur des profils que Eric mentionnait comme un peu les rois d'hier ou d'aujourd'hui, ces frontières sont aussi en train de disparaître. Quand on discute avec des acteurs, si on n'a pas à côté des plateformes de data science, des capacités d'analyse de la data,
ils trouvent qu'on fait le métier d'hier et donc notre challenge, il est bien de leur donner des nouveaux outils, mais aussi de utiliser ces outils pour répondre aux besoins de nos clients, pour avoir de la souscription, de la gestion de sinistres automatisée. Et c'est bien vers ce monde-là qu'on va, en tout cas dans des produits de grande clientèle. Et c'est ça le challenge pour arriver à faire le lien entre les attentes de nos clients, la nature de nos produits et d'arriver à avoir des équipes qu'on embarque dans cette évolution. Estelle, je crois que toi, tu as un propos nuancé, donc je te laisse. Oui, moi je pense que je pense que déjà il faut vraiment distinguer entre clients mass market, clients particuliers et puis les corporates. Et je pense que les enjeux sont vraiment différents. Sur le mass market, finalement, ce qu'on veut, c'est très bien connaître nos clients, pas faire de sophistication inutile et ça peut être complexe de notre côté, très bien connaître un client, hein, ça veut dire manier beaucoup de data, etc. Mais pour lui, finalement, ce qu'on veut, c'est que ce soit très simple, très fluide et que l'expérience soit très lean. Après, pour les clients, quand on est sur quand on assure de gros projets, de gros corporates, là, pour moi, il y a quand même l'assurance reste quand même un vrai métier d'expertise. Et j'ai tendance à dire que oui, les actuaires restent au cœur du sujet pour dans ce genre de contrat. Voilà. Après, l'objectif, hein, dans les deux cas, c'est vraiment, moi, je pense qu'il y a une des choses qui est clé, hein, c'est avoir que le client soit, comment on fait pour que le client entre au bon prix et reste au bon prix, et puis pour le jour où il y a besoin, lui délivrer le service qu'il est en droit d'attendre. En gros, comment on fait, et ça c'est vrai aussi bien pour celui qui a son petit contrat pour sa Twingo que pour l'énorme entreprise, c'est comment on est un partenaire sur le long terme. D'accord. Alors, ce que je vous propose maintenant dans cette deuxième partie, c'est justement de parler de ces fameuses météorites. On est peut-être précurseur en se demandant, est-ce qu'il y a des météorites que vous voyez arriver dans votre ciel? Et donc, peut-être un petit tour de table comme ça. Vincent, si tu voyais une météorite, quelle serait-elle? Alors, je vais rebondir sur un sujet d'actualité. On parle beaucoup d'inflation. Est-ce que c'est une météorite réelle ou est-ce qu'elle va s'arrêter avant de rentrer dans l'atmosphère? Chacun peut avoir son avis, mais clairement, ça fait 20 ans qu'on vit dans un contexte de baisse de l'inflation, voire de déflation. Un éventuel retour dans la durée de l'inflation est un changement de paradigme auquel il va falloir s'habituer à la fois sur nos baisses de coûts et sur les dynamiques de nos revenus. D'accord. Eric, toi, de ton côté? Alors là aussi, la météorite, elle est vue de notre fenêtre, elle est un peu surprenante, mais un des trucs qu'on est en train de voir émerger, particulièrement en France, c'est où ce sont les néo-assureurs qui, à l'instar de ce qui s'est passé dans les néo-banques, prennent des parts de marché assez significatives sur ce qu'on va appeler les risques commoditisés, ce que Estelle mentionnait comme étant les produits simples. Et finalement, on voit en fait la plupart des assureurs se retirer des niches et se concentrer sur des risques simples d'un côté, et de l'autre côté, on voit les néo-assureurs attaquer massivement en fait ces segments en fait des risques simples, et à la limite, peu importe le coût d'acquisition, voire peu importe le prix. Quand on voit des campagnes dans le métro de gens qui, sur l'assurance auto, dont on sait qu'il y a des parts rentables structurellement dans le marché, font du moins 20%, on se dit que, il se passe quelque chose d'assez significatif. Et Metromile, dont les analystes financiers calculaient les coûts d'acquisition, étaient arrivés à des coûts d'acquisition par client de $2500, juste au moment où ils se sont cotés en bourse. Et donc je pense que c'est vraiment un phénomène qui peut faire bouger les lignes, parce que un certain nombre de ces néo-assureurs sont hyper bien financés, ils peuvent tenir dans la durée cette espèce de guerre des prix et des coûts d'acquisition, et ça peut changer pas mal la donne dans le marché. Rodolphe, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu vois comme météorite dans le secteur? Alors moi, j'aurais comme Eric en fait une vision sur les néo-assureurs, mais pas pour les mêmes. En fait, moi, je pense notamment aux acteurs qui finalement peuvent se passer, en tout cas, des partenariats exclusifs avec des assureurs, et du coup
remodeler ou fondamentalement bouleverser le marché de l'assurance ou des acteurs de l'assurance. Notamment, aujourd'hui en France, il y a 3 groupes automobiles qui représentent environ 60% des ventes de voitures neuves. Ça veut dire que si demain, ce qui est déjà en partie le cas, hein, certains de ces groupes décident d'avoir un partenariat, de nouer un partenariat exclusif ou avec 2 assureurs, c'est une recomposition forte du marché de l'assurance auto qui se dessine. Donc, et plus globalement, si on l'étend à d'autres secteurs que l'automobile, globalement, tous les acteurs qui sont en avance de phase sur la vente d'un produit par rapport à l'assurance, et c'est le cas de beaucoup d'acteurs, je pense notamment à Amazon ou à autres, en fait, ont cette tentation, et c'est déjà le cas dans les faits, hein, de vendre un produit avec son assurance dédiée, ce qui pour le client a aussi un intérêt important en termes d'expérience client. Donc ça, pour moi, c'est aussi cette dimension néo-assureur au travers des plateformes qui peuvent être mises en place par des acteurs qui ne sont pas de l'assurance, mais qui vont vendre de l'assurance, soit en propre demain, soit aujourd'hui en partenariat. Estelle, toi, ta météorite, s'il y en a une? Bah, écoute, moi, sans surprise, j'ai envie de te dire que quand on est sur un métier qui touche à la santé des populations, qui touche à la durée de la vie, qui touche aux habitudes en matière de mobilité, je pense que les bouleversements climatiques qui nous attendent sont la grosse météorite. Et le terme est vraiment choisi parce que ce qu'on voit, hein, c'est que ces changements climatiques, ça va pas être ça va pas être progressif. Il va y avoir des changements brutaux, et donc ça va aussi nous imposer, et on ne sait pas encore où, mais ça va nous imposer clairement des ruptures dans nos modèles. Justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire, des changements brutaux. Vous ne parlez pas de l'enjeu compétences. Donc, ma question, finalement, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu d'adéquation des compétences par rapport aux nouveaux enjeux là, que vous êtes tous en train de nous décrire? Peut-être Eric, si tu veux prendre la question. Ouais, alors ça c'est un des trucs auxquels on est confronté quand on recrute des gens qui viennent en fait qui ont une expérience dans l'industrie de l'assurance, c'est que on s'est rendu compte à force de tâtonnement que il faut 3 dimensions de compétences pour les collaborateurs chez Plus Simple. Il y en a une qui est la compréhension de l'industrie de l'assurance, qui est nécessaire mais pas suffisante. Et il y en a 2 autres. Il y en a une qui est la compréhension de la techno, et on se rend compte à quel point c'est compliqué en fait quand on n'est pas on n'a pas baigné dans ce type d'environnement de comprendre ce que c'est que la techno. Parler à un développeur informatique chez Plus Simple, c'est comme parler à un souscripteur dans une boîte d'assurance. On se fait challenger, on se fait chahuter, il a envie de comprendre et il bougera pas sa techno si on l'a pas convaincu. Et là, je peux te dire que c'est un espèce de choc culturel qui est assez intéressant à suivre quand on l'observe. Et la troisième, c'est ce qu'on appelle l'UX, c'est-à-dire le fait d'être capable de se mettre dans les pompes du client pour comprendre ce que les décisions qu'on prend au quotidien ont comme impact au niveau du client. Donc c'est 3 dimensions qu'il faut arriver à réunir, la compréhension de l'assurance, la compréhension de la techno et la compréhension de l'impact client. Et c'est super compliqué que d'arriver à en fait faire vivre ces 3 dimensions chez les collaborateurs. On sait que le marché est en tension en termes de recrutement. Vincent, du côté de Cardiff, vous avez des difficultés à recruter ou ça va? Alors, il faut déjà être modeste en la matière. On sait que c'est un marché tendu, c'est un marché compliqué. La concurrence est élevée, que ce soit les néo-assureurs, les mutuelles ou les compagnies traditionnelles. Mais aujourd'hui, on arrive à recruter dans ce marché tendu. On a quand même le challenge d'arriver à faire évoluer nos collaborateurs qui sont déjà là, tout en maintenant leurs compétences, en investissant dans des programmes de formation et de reskilling, ce qu'évidemment on a déjà commencé à faire et qu'on va continuer pour relever les défis que mentionnait Eric. On peut à la fois avoir évidemment des ressources nouvelles dans le recrutement, mais il faut qu'on accompagne nos collaborateurs dans le maintien de leur qualification et dans le maintien de leur employabilité. Et c'est clairement un sujet sur lequel on travaille et sur lequel on va continuer à investir. Reskilling aussi, Estelle, chez AXA, c'est un sujet? Oui, bien sûr, comme pour toute grande entreprise, hein, tout ce qui est
avoir les bonnes compétences et permettre aux gens aussi, tout au long de leur vie, on sait que les compétences à l'entrée, ce ne sera pas celles qui seront demandées 10 ans, 20 ans plus tard. Donc, on a clairement des gros enjeux de formation continue. Et puis, également, voilà, peut-être parler aussi de tout ce qui est tous les enjeux autour du partage d'une culture commune. Hein. On a vu que l'épisode, la crise sanitaire a beaucoup joué sur cette culture. Nous, chez nous, là, on est en train de passer au smart working. Tout le groupe AXA passe au smart working. Et du coup, c'est des questions, pourquoi est-ce qu'on vient au bureau? C'est quoi le vivre ensemble au bureau? C'est quoi partager une expérience commune? Et j'ai presque envie de dire que finalement, le sujet des compétences, il va presque passer après. On a un gros enjeu de maintenir et de bâtir une culture forte, partagée, qui va faire aussi notre marque employeur et sur laquelle ensuite on développera les compétences de chacun. Merci. Julien? Oui. Juste un point pour rebondir sur la dimension de compétences qu'on n'a pas encore abordée, en tout cas avec ce prisme-là, qui est aussi la dimension qu'on vit depuis plusieurs années, hein, la robotisation, enfin l'apparition des robots en assurance ou l'automatisation des tâches, qui a deux impacts aussi hein, sur la question des RH en assurance. C'est une première question sur le dimensionnement des équipes, et avec des collaborateurs, enfin des équipes qui peuvent se dire est-ce qu'on n'est pas surdimensionné par rapport à des tâches qui sont en baisse. Et puis l'autre question, c'est globalement, si les robots ou les outils prennent en charge les dossiers les plus simples, ce qui reste aux collaborateurs et donc aux humains, c'est les éléments les plus complexes. Et donc la question, c'est est-ce qu'on est prêt enfin, il y a des choses évidemment qui sont engagées depuis longtemps, mais est-ce qu'en termes de montée en compétences pour intégrer, enfin pour faire en sorte qu'un gestionnaire qui aujourd'hui avait à traiter des dossiers à la fois simples et complexes, demain on n'est plus que des complexes à traiter. Il y a aussi des questions sur la productivité, donc c'est aussi des sujets qui sont importants à court et moyen terme pour l'assurance. Merci beaucoup. Sur la densification des tâches. Exactement. Alors justement, il y a peut-être aussi une population dont on n'a pas parlé et qui peut se demander s'il y a des météorites. Et je pensais au courtage. Je sais qu'on a des courtiers qui sont en ligne, qui nous écoutent et qui vous écoutent. Alors la question que je me posais, c'est est-ce qu'il sera bon d'être courtier dans 5 ans? Eric? Ah bah oui, carrément. Ça fait du cœur, là. En fait, quand on regarde, j'ai vu une analyse il n'y a pas longtemps de McKinsey qui montrait en fait le déplacement de la valeur dans la chaîne de valeur et à quel point en fait les courtiers capturent de plus en plus la valeur en termes de profit qui est généré dans l'industrie de l'assurance. Ça, d'une part. D'autre part, on a beaucoup d'échanges avec la chambre syndicale des courtiers en assurance, avec lesquels on travaille main dans la main, et on est assez d'accord pour dire qu'on voit en fait, curieusement, alors que la mort des courtiers était annoncée maintes et maintes fois, que c'est un secteur qui est très vivant et avec beaucoup de création de courtiers, mais les courtiers changent. C'est-à-dire que on est assez convaincu en fait que on va assister en fait à une espèce de plateformisation de la distribution quand les banquiers de détail auront licencié des centaines de milliers de collaborateurs un peu partout en Europe. Ils vont se retrouver en fait comme distributeurs indépendants de produits financiers, dont des produits d'assurance. Et donc, il est probable qu'on assiste en fait à une mutation, à une freelancisation peut-être aussi de en fait ces professions de distribution de produits financiers. Et donc, je pense que cette mutation est particulièrement intéressante à suivre. Vincent, il sera bon d'être courtier dans 5 ans? Alors, nous, on travaille avec deux types de courtiers, ce type qu'évoquait Eric, particulièrement en France ou en Belgique. En général, on appelle les CGPI, qui sont des distributeurs de produits financiers qui clairement ont trouvé leur place dans un marché très compétitif et vont continuer à la trouver. Mais on travaille aussi avec ce que Rodolphe évoquait, qui sont en général sous des schémas de courtier, c'est-à-dire des distributeurs d'autres produits, qui soient vendeurs de voitures, de téléphones ou d'électroménagers. Et c'est le cœur de notre business historique, c'est ce qu'on appelle le B2B2C. Et là-dessus, on pense que c'est clairement un modèle qui a déjà prouvé son efficacité et qui va se digitaliser. C'est les plateformes que mentionnait Eric, mais qui restera gagnant demain parce qu'il offre un univers de consommation et de cohérence. Et c'est clairement le cœur de notre business model. Donc, le courtage sous ses différentes formes a clairement un avenir.
Rodolphe, de ton côté, qu'est-ce que tu vois dans les acteurs là, par rapport à cette notion de courtage? Alors, juste pour reprendre les mots de Christophe Hautebourg, qui est donc le DG de Planète CSCA, donc la Chambre syndicale des courtiers, on a fait récemment une table ronde ensemble et il disait, pour moi, l'avenir des courtiers se résume dans le titre du dernier James Bond, c'est mourir peut attendre. Pour moi, c'est exactement ça. Je pense que les courtiers, en fait, ont démontré à la fois leur capacité, alors le mot résilience, c'est peut-être un peu galvaudé, mais en tout cas, cette capacité à rebondir et à être extrêmement créatif pour se réinventer en termes de profession. Et puis, un élément qui est fondamental et qui reste dans leur ADN, quel que soit en fait le type de courtier dont on parle, qui est le fait que la relation client, elle est ancrée en eux. Et que ce qui fait aujourd'hui la différence par rapport à d'autres acteurs de l'assurance, cette capacité à avoir su tisser une relation qui est intrinsèquement liée à leur situation par rapport au client, c'est qu'ils représentent le client et non pas la compagnie ou la mutuelle. Donc, de ce fait-là, je pense qu'ils ont un avenir, alors radieux, je ne sais pas, en tout cas un avenir certain dans le monde de l'assurance. Je rappelle à l'audience que vous pouvez envoyer vos questions à Judith, hein, qui les attend avec beaucoup d'impatience. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos questions. Je sais que le contenu est très passionnant, enfin, j'espère en tous les cas. Mais en tout cas, ça ne nous empêche pas de vous envoyer des questions. Question qu'on peut se poser, c'est finalement l'enjeu de la dimension internationale. C'est-à-dire que, compte tenu des météorites que vous citez, est-ce que le fait d'avoir une dimension mondiale pourrait être un atout, ou finalement un frein pour affronter ces météorites qui peuvent se dresser sur votre chemin? Vincent? Alors nous, on est convaincus que c'est un atout de nature. Premièrement, en termes d'attractivité, pour un certain nombre de talents, typiquement une population de type des actuaires qu'on gère de manière collective et qu'on essaie de mondialiser, de faire tourner. Et cette possibilité de faire des carrières internationales est un de nos assets. Et puis dans le fait d'être, alors je présente souvent Cardiff en disant qu'on est une grosse PME au sein d'un grand groupe BNP Paribas que je vais présenter. Mais Cardiff, c'est à peu près 8000 collaborateurs dans 30 pays. Donc, par pays, c'est des relatifs petites entités. Et du coup, on cherche à avoir ce mélange où on garde un esprit entrepreneurial au niveau local, une capacité d'innovation et d'écoute de nos clients. Et on pense que ce mix-là, il est assez unique et on essaie de le conserver. C'est ce qu'on appelle en général l'esprit Cardiff. Et on y investit à la fois du temps, de l'énergie. On pense que c'est un facteur clé de différenciation. Alors, j'imagine qu'il y a aussi un esprit AXA, Estelle, non? Alors, bien sûr, AXA, oui, on est un gros groupe. La France, c'est un gros quart du groupe AXA, donc on est effectivement très international. On ne t'entend plus. Oui, c'est un problème. Ouais, Estelle a un problème. Et Eric, l'enjeu international. Maintenant, je pense aussi que dans un monde qui va vers l'hyperconnexion, de simplicité, hein. On peut penser à tout ce qui est transfert de données, tout ce qui est obligation en matière de cybersécurité, etc. Finalement, le national reprend pas mal le dessus. On avait cru que les frontières avaient disparu. Elles sont bien là. Et Eric, quel est le regard justement de ces grands groupes par rapport à plus simple? Parce que là, on parle de l'hypermondialisation ou la mondialisation. Alors toi, tu es tout petit, enfin, en train de grandir, bien évidemment, mais comment ils te perçoivent? Ouais, c'est assez intéressant parce qu'on sent vraiment qu'il y a des espèces de phases. Donc il y a eu une première phase il y a 5-6 ans qui était l'espèce de panique, on va se faire disrupter, etc. Et je dois dire que plusieurs fois, à cette époque-là, je me sentais un peu dans la peau du singe au zoo. C'est-à-dire que il y avait des espèces d'expéditions qui venaient regarder à quoi on ressemblait, nous renifler, nous faire des pocs, etc. Il y a une deuxième phase qui était la phase du mépris. Toujours, on se sentait toujours dans la peau du singe, mais là on n'était plus au zoo. Qui était finalement n'importe quoi. S'ils sont tout petits, c'est non significatif, même pas mal. Circuler, il n'y a rien à voir. Et là, il y a une troisième phase qui est en train d'arriver, qui est un peu plus de maturité, où finalement, non, finalement, il y a des vrais savoir-faire qui ont été développés, il y a des vrais modèles qui sont en train de se construire, et finalement,
une collaboration plus profonde et plus intéressante qui est en train de se nouer entre les grands groupes et un certain nombre de startups. Et justement, ça me fait penser qu'il y a un lien étroit entre ce qu'on vient de se dire. Vous avez pas parlé dans les météorites des GAFA. Alors, je sais qu'il y a trois. Avant le Covid, on cessait d'en parler. Est-ce que vous ne voyez pas de menace de leur côté? Est-ce qu'ils ont décidé finalement de ne pas attaquer votre secteur? Comment vous voyez tout ça? Avec beaucoup de sérénité, Vincent? Oh, sérénité serait excessif. Il faut conscient de leur puissance, de leur force, de leur capacité d'attraction et de leurs moyens financiers. Donc, ce qui est vrai, c'est que s'ils veulent, ils peuvent. Les capitalisations des GAFA sont largement supérieures à l'ensemble du secteur financier cumulé. Mais jusqu'à aujourd'hui, on les a toujours vus hésitants, faire des tests qui étaient plus ou moins avec succès et ne rentrer pour certains que sur des sous-segments. Alors, on pense évidemment à Apple Pay, par exemple, où on élabore autour de l'expérience client, mais c'est pas encore une chaîne entière. Et souvent, c'est aux franges, si je puis dire, de la réglementation. Alors, pas au sens négatif du terme, mais au sens de segmenter et de pas être sous un environnement régulé qui soit bancaire ou d'assurance. Donc, voilà, on voit bien que la menace est là potentiellement. Pour l'instant, ils n'ont pas l'air d'avoir mis ça en haut de leur priorité. Rodolphe, toi, comment tu vois ça? Bah, un peu comme Vincent, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, enfin là, si je me concentre sur le marché français, on a la chance ou la malchance, tout dépend d'où on se situe, de dire qu'on est sur un marché qui est d'une part très réglementé, donc c'est pas forcément très sexy pour les GAFA de se dire qu'il il y a une acculturation importante pour rentrer sur le marché français sur l'assurance. Et puis l'autre caractéristique du marché français de l'assurance, c'est que contrairement à ce qu'on peut parfois imaginer, c'est un marché extrêmement concurrentiel. Enfin, il n'y a pas beaucoup de marchés où on a autant de types d'acteurs et un tel foisonnement d'offres, un tel foisonnement en fait de propositions aussi diverses et variées. Donc, ces deux éléments qui aujourd'hui comme l'évoquait Vincent, il y a eu des tentatives plus ou moins masquées et aujourd'hui, il n'y a pas encore d'intention délibérée et massive pour rentrer sur le marché. Donc, on peut peut-être enfin, ça peut arriver, mais aujourd'hui, on est encore un peu dans l'expectative. Et Amazon, Eric? Ouais, je pense justement il faut comprendre en fait les business models de chacun, c'est-à-dire qu'ils sont pas tous dans le même sac et ils vivent pas tous de la même manière. Meta ou Facebook et Google, c'est avant tout des vendeurs de pubs. Et ce qu'on peut voir, c'est que dans un marché qui se commoditise, c'est-à-dire où tout le monde finalement cherche à se différencier par la pub et le prix, finalement c'est les grands gagnants, ils engrangent des revenus complémentaires. On voit augmenter en fait les coûts des mots-clés stars et donc des coûts d'acquisition qui vont avec. C'est pour ça que pour Google et Facebook, j'y crois pas trop. En revanche, effectivement, l'hyper distributeur qui est Amazon est de plus en plus en train de tester des choses au niveau de l'assurance. C'est sûr et certain que, ils distribueront, ils distribuent déjà des produits financiers. Quand on voit en termes de produits embarqués, le nombre de services financiers qui existent dans les plateformes d'Amazon, c'est absolument frappant, même si on ne s'en rend pas toujours compte à quel point ils savent intégrer dans leur proposition de valeur des produits et services financiers, dont l'assurance. Donc je pense que c'est ceux qu'il faut surveiller de plus près. Vincent, tu partages ce point? Vous surveillez chez BNP Cardiff Amazon Alors, des acteurs comme Amazon, on surveille, et si on regarde un peu plus à l'est, j'ai longtemps vécu en Asie, le marché chinois, des acteurs comme Alibaba et avec Alipay, alors c'est un petit peu changé avec la réglementation actuelle, ont montré jusqu'où on pouvait aller dans une distribution de produits financiers au sens large, en dépassant l'assurance. Donc oui, s'ils ont une capacité à aller. Aujourd'hui, Amazon, on a plus envie de travailler avec eux que de les considérer comme un distributeur de nos produits. Et c'est, me semble-t-il, la première étape. Maintenant, s'ils souhaitaient intégrer de manière plus verticale, ils en ont évidemment les moyens et la compétence. Et Estelle, Julien, sur Amazon, oui, en fait, je trouve qu'il y a, même si c'est pas un exemple transposable à l'assurance, il y a un autre secteur sur lequel Amazon, je pense à la relation entre Amazon et la Poste.
où Amazon est à la fois le plus gros client de la Poste et le plus gros concurrent de la Poste. Donc, enfin, il n'y a pas de raison pour que demain, sur la partie assurantielle, Amazon joue à la fois ces cartes de la part du partenariat, mais aussi ces cartes de la concurrence. Donc, c'est aussi peut-être un élément à voir. Estelle, justement, GAFA, concurrent ou tu en vois d'autres, toi, finalement? En fait, si on se remet 8-10 ans en arrière, hein, on pensait que les GAFA seraient nos principaux concurrents. Et finalement, qui nous a pris nos parts de marché? C'est les banques assureurs. En gros, c'est Crédit Agricole. Donc, c'est la boîte qui est la plus, ou c'est la Poste, la Banque Postale. Donc, c'est vraiment les boîtes les plus traditionnelles finalement et pas les GAFA. Maintenant, c'est clair qu'ils ont une force de frappe incroyable, une masse de données et la compétence pour les utiliser. Et que quand même, si on pense que la donnée va être vraiment la force de l'assureur, c'est certain que les GAFA restent à plus ou moins court terme une menace pour le secteur. Alors, c'est vrai que je le dis comme une menace, mais en tout cas, un concurrent potentiel très sérieux, je pense. D'accord. On arrive au bout de cet échange et j'avais encore une dernière question. Alors, c'est de notre côté people et business, hein, chez Julius Starwen. On parle business et on parle people et vous en avez très bien parlé. Finalement, personnellement, par rapport à la transformation que vous menez les uns et les autres, et c'est surtout la question du dirigeant là, qui m'intéresse, c'est quel point de vigilance personnelle vous avez en tête ou sur lequel vous portez une attention toute particulière justement dans votre quotidien pour pouvoir justement se préparer à. Alors, peut-être ces météorites, peut-être à d'autres crises comme on connaît malheureusement depuis 2-3 ans. Qui veut répondre? Vincent, si tu as… Je pense qu'on a tous une recherche du bon équilibre entre donner du sens à nos collaborateurs, à la fois parce qu'on est dans un secteur qui est avec un sous-équipement tendanciel. Alors, si on dégage un peu de la France au niveau international, on a ce concept de protection gap. On sait qu'il y a des besoins énormes de couverture et qu'en plus, globalement, nos produits servent des humains. Et donc, il y a une finalité et un sens collectif qui est très fort, mais des transformations très challenging. Et donc, il faut arriver à faire le pont entre cette perspective de long terme qui est très riche et le besoin d'accompagner nos collaborateurs, de moderniser notre industrie pour qu'elle soit à même de relever ces défis. Et donc, c'est d'arriver à faire ce pont et à donner du sens qui est le point de vigilance, me semble-t-il. Eric, toi, Nous, on aime bien le bon sens paysan et donc on a un dicton populaire qu'on s'applique à fond, c'est si tu penses que tu es arrivé, c'est que tu n'allais pas bien loin. Estelle, ton point de vigilance personnel? Moi, point de vigilance, je pense que tous les sujets de sécurité informatique, hein, cyber, qui font partie moi de mes attributions. Et je pense que là-dessus, on a un enjeu qui est vraiment la montée en compétence des leaders. Je me rends compte à quel point, en matière de cybersécurité, on a une culture qui est trop faible. Alors qu'il faut y aller à fond à titre, et je le dis là vraiment à titre personnel et à titre collectif. Rodolphe, si tu avais un conseil, toi, à donner à nos dirigeants de manière plus globale, est-ce qu'il y a un point de vigilance que tu voudrais partager sur Conseil gratuit, Julien? Un conseil gratuit, oui. En tout cas, ce que nous, on sent chez nos clients du secteur, c'est on a beaucoup de démarches autour de ce qu'on appelle la valeur délivrée. Ce qui permet en fait de redonner aussi du sens et de se repositionner sur quelles sont finalement les parties prenantes de l'entreprise ou ses clients, qui peuvent être à la fois les actionnaires parfois, les sociétaires, mais aussi les collaborateurs eux-mêmes. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu autour de… Alors, le mot est un peu, enfin, l'expression est un peu galvaudée, et elle n'est pas nouvelle en soi, mais c'est autour de l'expérience collaborateur. On voit bien que dans l'assurance, il y a cette dimension sens et relations clients qui sont fondamentaux pour justement un peu se réinventer, et que les collaborateurs en assurance, enfin, notamment ceux qui sont en front ou en middle office, sont confrontés à deux natures de clients. Il y a des clients qui sont un peu perdus par rapport aux produits de l'assurance, et de ce point de vue-là, la DDA vient justement les aider en apportant ce devoir de conseil,
en faisant une obligation. Et puis, il y a d'autres types de clients dont on parle plus rarement, mais qui sont, je pense, beaucoup plus stressants, en tout cas anxiogènes pour un collaborateur de l'assurance, qui sont des clients quasi spécialistes de l'assurance, en fait, qui, avant d'aller voir leur agent, leur courtier ou leur conseiller classique en assurance, ont bossé pendant des nuits et des week-ends entiers sur les différents sites pour comparer les offres et sont finalement peut-être parfois plus techniques que le conseiller lui-même. Donc ça, c'est vraiment, je pense, à des éléments à prendre en compte dans la montée en compétences et dans l'accompagnement des collaborateurs, cette dimension expérience collaborateur. Bien, merci vraiment à vous quatre. Alors, je vais laisser Judith prendre la main puisque je sais que nous avons des questions. Judith, une question. Effectivement, Julien. Merci. J'ai une première question autour du self-care. Justement, on me demande quelle place pour le self-care. Est-ce que on va vers un monde tout self-care ou pas? Peut-être un point là, qui me tient à cœur là-dessus. En fait, ce qui est assez intéressant dans le travail qu'on fait sur le digital, c'est que souvent, ce qu'on nous rétorque, c'est ah oui, mais de toute façon, les clients sont pas prêts à interagir uniquement via le digital avec l'assureur. Et donc, c'est comme si, en fait, proposer une expérience full digital voulait forcément dire c'est digital only. Et en fait, c'est pas du tout ça la philosophie en fait de ce qu'on fait. C'est on fait du digital first, c'est-à-dire qu'on donne la possibilité aux clients de pouvoir tout faire en digital s'ils souhaitent le faire en digital, mais s'ils souhaitent parler avec quelqu'un, voire même s'ils souhaitent rencontrer quelqu'un, alors il est possible de le faire. C'est simplement qu'on inverse l'ordre des canaux, c'est-à-dire qu'on propose le digital par défaut, ensuite du téléphone et ensuite du face-à-face. Là où l'organisation traditionnelle consistait à proposer d'abord du téléphone ou d'abord en fait du face-à-face avant de proposer du digital. Et donc c'est le digital first, à mon avis, qui est la bonne réponse aux attentes des clients, notamment pour ces sujets de self-care. Estelle, tu veux réagir sur self-care ou Vincent? Oui, moi je pense que c'est exactement ça. C'est omnicanalité, proposer au client ce dont il a besoin au moment où il a besoin. Si vous venez d'avoir un accident de voiture, si vous avez un dégât des eaux monstrueux ou je ne sais quoi, parfois vous préférez avoir quelqu'un au téléphone. Maintenant, si vous voulez faire une déclaration, il est 10h du soir un dimanche, c'est super d'avoir du self-care. Donc, c'est archi complémentaire. Et de la même façon aussi, moi j'ajoute, parce que nous, on est une compagnie d'assurance avec des réseaux propriétaires et non propriétaires, mais qui sont très nombreux. Et c'est exactement ça. C'est l'agent général où le courtier reste aussi majeur dans la relation avec le client, mais pas que. Il n'y a pas d'obligation à passer par eux. Voilà. Vincent, Non, mais, je suis d'accord, on cherche à trouver le bon équilibre et avoir une relation fluide. D'accord. Judith, il y a une question peut-être? Oui, alors j'ai une autre question sur les impacts de l'IA, du métavers et des très nouvelles technos sur le monde de l'assurance. Est-ce que tout ça va prendre une vraie place demain ou est-ce que c'est un feu de paille? Vincent, tu veux prendre? Alors, je vais commencer par la data, je laisserai à Estelle répondre sur le métavers, j'ai vu qu'ils avaient communiqué sur le sujet. Non, sur la data, de notre point de vue, c'est clairement la continuité, on va dire, du métier traditionnel revampé aux standards du 21e siècle. L'un des challenges, souvent, c'est que l'assureur n'avait pas finalement autant de data que d'autres, le banquier ou d'autres acteurs, et d'arriver à la fois à les capter et en faire une information utile à la fois pour le client et son expérience au quotidien. Et là-dessus, je pense que les uns les autres nous dotons de capacités et de compétences à la fois à gérer cette donnée avec des data scientists et à la rendre pratique et avoir des use cases. Après, est-ce qu'on va vers une full automatisation? En tout cas, personnellement, je suis un peu plus dubitatif. Il y a une dimension de complexité qu'on n'a pas encore réussi à adresser et de dimension humaine qu'il faut conserver. Donc voilà, on est dans cette continuité. Peut-être qu'à 10 ou 15 ans, les choses seront différentes, mais à court terme, je pense qu'on essaie de faire le pont entre les deux. Rodolphe, tu vois, toi, chez les clients que tu accompagnes, ces sujets-là, poindre Alors, ou s'installer d'ailleurs? métavers, non, enfin pas en tant que tel aujourd'hui de façon pragmatique, mais il y a évidemment,
et traitement des données, évidemment, ça reste, enfin, c'est des éléments qui sont aujourd'hui au cœur à la fois des réflexions, des travaux. Estelle, tu voulais réagir aussi par rapport à la communication faite sur Metaverse? Nous, on a communiqué, on a acheté un terrain sur le métavers. Qu'est-ce qu'on va en faire précisément? Voilà, l'avenir nous le dira, mais c'est vrai que on se dit que c'est important d'être présent à un endroit où notamment il y a des populations, tous les data scientists, les développeurs, etc., qui sont très présents là. Aussi avec beaucoup de la gamification qui est très présente, plus on va dire, je pense, dans ces activités que sur des sujets plus traditionnels. Et donc c'était un peu dans cet esprit qu'on a acheté voilà notre terrain, mais les plans de l'immeuble AXA qui sera construit là et l'utilisation de l'immeuble ne sont pas encore complètement fixés. Une autre question peut-être, Judith? Alors, une dernière question autour des évolutions réglementaires. Qu'est-ce qui, à votre sens, va être la grande évolution réglementaire des années qui viennent? Qui veut répondre à cette question? Vincent? Je suis pas sûr qu'il y ait une sorte de cliff réglementaire. On est dans une continuité de renforcement, que ce soit en termes de devoir de conseil, d'accompagnement de nos clients, de réglementation anti-blanchiment et autres. Et donc, c'est un environnement global qui crée un niveau d'exigence plus élevé dans notre manière de processer, dans nos manières de former nos distributeurs. Et voilà, je suis pas sûr qu'il y ait une vraie barrière devant nous, mais c'est plutôt une augmentation progressive qui suppose qu'on s'adapte et qu'on élève nos standards à une réglementation toujours plus exigeante. Peut-être un petit point. Ouais, vas-y, salut, vas-y, pardon. Ouais, peut-être juste pour je souscris complètement à plus exigeante, plus complexe, sur laquelle c'est vraiment, je pense qu'on a des couches successives qui se mettent, et je pense notamment par exemple à la réglementation lutte contre le blanchiment, où chaque année finalement les exigences se rajoutent aux précédentes. Donc voilà, ça c'est des vrais. Ça peut être dans la continuité de ce qu'on fait déjà, mais néanmoins, voilà, c'est un vrai gros challenge. Je rebondis sur ce que disait Estelle tout à l'heure sur la cybersécurité, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand on voit, nous on est en cours de certification ISO 27001 en ce moment, on est hébergeur et processeur en fait de données de santé. Quand on voit alors que on a une infrastructure qui a été créée il y a 6 ans et où on est parti de zéro en utilisant tout ce qu'il y a de mieux dans les dernières technologies, à quel point c'est compliqué en fait de tenir la sécurité d'une plateforme comme la nôtre. On se dit que en fait en embarquant des legacy, des multi-legacy en plus liés en fait à des acquisitions successives et autres, c'est quasiment mission impossible. Donc en fait, ce qui est en train de se passer en termes de risque sur la cybersécurité, la réglementation qui va nécessairement en fait progresser dans le domaine et le challenge que ça impose à tous les acteurs historiques pour embarquer en fait le legacy, à mon avis, est un challenge qui va être particulièrement difficile à relever. Rodolphe, ton point de vue pour clôturer sur cette question? Je partage évidemment ce qui a été dit juste avant. Après, c'est vrai qu'on est sur une telle créativité des législateurs et des réglementaires pour innover sur cette dimension-là, pour ajouter des couches, que j'aurais du mal à trouver le prochain axe de développement. Mais je pense qu'il y a pas mal de choix. Bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est d'en terminer là. Merci Judith en tout cas, et merci à tous les participants pour leurs questions qui nous ont permis de compléter cet échange. Merci à Estelle, merci à Vincent, merci à Eric et merci à Rodolphe pour votre temps. En tout cas, je crois que c'était très intéressant et très riche. Et je pense qu'effectivement, on a compris qu'il y avait peut-être des météorites. Maintenant, comme tout,
il faut les anticiper au mieux que l'on peut et parfois peut-être il y a des météorites qu'on ne voit pas arriver, mais en tout cas vous nous avez donné une bonne carte du ciel, je dirais. Donc merci encore à tous et puis on se retrouve pour un prochain webinaire Julie Esterwen sur une prochaine thématique, mais dont on vous fera part grâce à Judith. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Merci à tous. Merci, Au revoir.